Alors, la couleur, il est évident quand on l'emploie au singulier, comme ça, elle englobe, j'oserais dire, les couleurs. C'est plus une vision, on pourrait dire, non pas de l'imaginaire, mais une fiction. Parce que quand on va parler de telle et telle couleur, on rentre dans une chose beaucoup plus concrète qui finalise une perception très, très précise d'un émotionnel, dans la mesure où chaque couleur va, pour nous, individus différents les uns des autres, euh, avoir une évocation pas exactement identique, mais parfois, suivant nos cultures, euh, émotionnelles, différentes, mais par civilisation peut-être avec des points communs. Et c'est quelque chose qui m'a toujours surpris et assez intéressé. Donc la couleur se diluant, passant de l'une à l'autre, et étant quelque chose de beaucoup plus d'un domaine d'un rêve coloré que la couleur avec un grand C qui prend toutes les colorations et toutes les nuances. Pour moi, la couleur reste du domaine de l'émotionnel. Euh, Depuis des décennies, si vous voulez, pratiquant la peinture et voyant la réaction des gens par rapport à ce qu'est l'œuvre, on s'aperçoit que toujours l'élément premier qui fait que les gens sont touchés par une œuvre, c'est le phénomène coloré. C'est totalement irrationnel pour eux. Ils le disent, ils l'expriment sans vraiment y penser. Simplement, ils ont été émus par une couleur, ou ils l'aiment, donc ils la retrouvent. Et c'est ça qui enclenche leur plaisir et le côté, on pourrait dire, sensoriel de réceptivité par rapport à l'œuvre, à toute œuvre, hein, s'entend. Après viendra, on pourrait dire, une capacité à analyser l'œuvre sous différents angles. Le contenu, le sujet, la qualité du dessin, la qualité de la composition, mais ça vient d'une manière très secondaire. D'abord, l'élément premier, c'est la couleur. Je ne suis pas un grand coloriste. Quand j'étais aux Beaux-Arts, quand j'avais une vingtaine d'années, on me disait déjà à l'époque que tu es beaucoup plus un valoriste qu'un coloriste. Ça ne me déplaisait pas, et en fin de compte, je pense que c'est assez vrai. Et ce dilemme-là, je l'ai ressenti toute ma carrière. Il y a une sorte de dualité constante entre est-ce qu'on travaille sur la couleur, est-ce qu'on travaille sur les valeurs. Donc les valeurs, c'est l'expression des formes, c'est le volume, c'est la création du volume. Et il y a eu toujours, dans la peinture que j'ai pu faire, un parti pris qui était d'un côté, on joue purement sur le domaine des valeurs ou on joue sur le domaine des couleurs. Et même dans le domaine des couleurs, c'est rarement une grande polychromie. C'est c'est pas non plus une monochromie, mais c'est un travail sur trois, quatre tons qui vont s'harmoniser et qui vont rester l'élément euh, constructeur de la peinture. On n'a pas dans le déroulement d'une existence constamment le même attrait pour une couleur. On va avoir des modifications qui vont se produire par rapport à ce que l'on a envie de raconter, par rapport au sujet qu'on traite, etc., par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve, mais il va y avoir des constantes. On va s'apercevoir avec un certain temps qu'il y a des constantes, que ce soit dans le domaine de la couleur, dans le domaine de la forme, dans le domaine de la composition, il y a des choses qui reviennent. Ce n'est pas des choses qu'on applique systématiquement, mais c'est des choses qu'on s'aperçoit qu'on a appliquées inconsciemment et qui sont présents. Et ça, c'est quand même très très important. Et dans les couleurs, moi, le brun est venu très régulièrement. Et je pense que le brun est venu très régulièrement dans la mesure où il est un petit peu par rapport au noir et blanc, la première couleur qui est intermédiaire, j'ose dire. C'est pas encore une couleur, mais c'est presque une couleur, c'est encore, c'est encore une valeur. Hein. Tandis que quand vous arrivez sur du bleu ou du rouge ou du jaune, c'est une couleur avant d'être une valeur. Tandis que le brun, c'est encore une valeur.
Donc le brun a beaucoup joué. Et après, les autres couleurs viennent dessus un petit peu comme une sucrerie. La couleur euh, en elle-même, hein, si elle est seule, c'est un ton. Il est toujours beau, quel qu'il soit. Il est intéressant. Certains l'aimeront, d'autres ne l'aimeront pas, mais il a sa perfection. À partir du moment où il est associé avec une autre couleur, il y a une dualité qui crée un problème ou une harmonie. Le dysfonctionnement de deux couleurs peut créer quelque chose de souhaitable suivant ce que l'on a exprimé, ou alors peut être très négatif. Si on l'emploie sans savoir qu'on est en train d'employer deux tons qui ne vont pas aller ensemble, on détruit ce que l'on est en train de faire, on risque de le détruire. Donc il y a un choix coloré qui fait qu'on va tâcher d'aller vers une harmonie. Alors il y a des gens qui sont sensibles à ce rapport d'harmonisation des tons les uns par rapport aux autres, et des gens au contraire qui aiment bien la virulence des oppositions. Donc là, on est dans des accords différents suivant les personnalités. Il y a des gens qui vont jouer l'harmonie sur des choses très tendres, très douces, et d'autres qui vont jouer l'harmonie sur des choses très, très violentes. Les peintres fauves jouent l'harmonie sur des choses très violentes. Hein. Donc on a des niveaux très différents de ce type d'harmonie. Mais le problème vient de la couleur, le moment où elles se côtoient et où elles doivent vivre ensemble, et elles doivent s'équilibrer, ou en tout cas se côtoyer d'une manière qui leur font donner une résonance les unes aux autres. Il y a des gens, si vous voulez, dont, quand on pense... Je pense à Miro. Je pense à Miro parce que c'est peut-être un de ceux qui a le plus utilisé la couleur à l'état pur, en grande... Parce qu'il y a un problème avec la couleur. Alors je vais vous prendre un petit exemple très net. Delacroix et Ingres. Le maître de la couleur, c'est Delacroix. Delacroix, c'est quand on parle de Delacroix, on parle de la couleur, les nuances, les vibrations, les reflets, etc. Il n'y a pas un centimètre de surface qui ne soit pas multiplié par des jeux de teintes, etc. Ingres, on l'a toujours considéré comme un grand dessinateur. Mais je ne pense pas que ce soit un très grand coloriste, mais quand vous avez de loin une toile d'Ingres et une toile de Delacroix, celle qui va paraître colorée, c'est la toile d'Ingres. Et on se dit pourquoi? Eh bien, pour une raison souvent simple, c'est que chez Ingres, il remplit une case de couleurs d'une même couleur. C'est une surface colorée suffisamment grande. Sur le plan rétinien, on est fasciné par une surface. Parce que chez Delacroix, les choses s'emboîtent les unes dans les autres, donc elles s'autodétruisent. Elles passent les unes dans les autres, mais elles s'autodétruisent. Alors des fois, il a des grandes surfaces. Alors après, bon, chez Miro, vous avez des grandes surfaces de bleu avec un point rouge ou un trait simplement, vers la fin de sa vie. Donc on respire dans une surface colorée. Donc c'est lié, la couleur est liée à la surface colorée qui est donnée. Si vous êtes une belle couleur, n'importe laquelle, qui sera très belle, elles sont toutes belles, mais sur une petite surface, elle ne joue pas beaucoup. Mais quand vous baignez dans une surface, à ce moment-là, il y a une emprise qui s'établit. Et Miro est quelqu'un qui a travaillé sur la surface. Alors, le Soulages étant quand même maintenant un des grands papes de l'art contemporain, j'ai toujours été très admiratif d'avec si peu de choses, que du noir, avec des outils extrêmement modestes, puisque c'est simplement des grandes spatules ou des très gros pinceaux, simplement par le jeu rythmique du passage de la couleur, la façon dont la vibration du ton fait par les traces laissées par le pinceau, ou la grosse broche, ou les dents d'un râteau, fait que la lumière vient se poser sur ces petits reliefs et donne des nuances extraordinairement grandes, très variées. Et comme le passage des tons se font dans des rythmes différents, suivant l'éclairage que vous avez, le tableau est différent. Donc c'est un travail très formaliste et qui en même temps a une grande valeur sensuelle dans la qualité de la peau de la couleur. Moi j'étais, si vous voulez, de plus en plus admiratif vis-à-vis de Soulages, qui m'exaspérait beaucoup quand j'étais jeune, et très admiratif de voir qu'il continuait à faire cela,
et que plus il continuait, plus je trouvais que ça avait de la grandeur et et ce qui m'a toujours émerveillé, alors là vraiment je crois que pour moi c'était quand même un grand saint, c'est les vitraux qu'il a fait à Conques, qui sont des vitraux qu'il a fait il y a maintenant une vingtaine d'années, quoi, à peu près. Et il est arrivé à trouver ce ton avec un rythme simplement un graphisme très simple, qui sont en accord total avec le bâtiment, dans la mesure où il retrouve dans la gestuelle de ce tracé dans chaque parcelle, celle qui correspond un petit peu aux pierres, donc, qui sont les couches géologiques qui viennent dans les pierres. On retrouve les mêmes vibrations. Et donc, il a recréé là quelque chose qui est un univers qui est le premier à le faire. Alors, c'était peut-être comme ça il y a 1000 ans, même plus, mais dans l'Antiquité, on avait ce genre de choses, ou le vide. Mais il a créé quelque chose qui s'incorpore parfaitement avec le bâtiment, qui est une symbiose totale. Et j'étais d'autant plus ému que quand Soulages était jeune, il a visité sur le plan scolaire avec son instituteur qui s'occupait de ses classes, dans lesquelles il était, ce bâtiment de Conques, à l'époque, et c'est sa première émotion esthétique qu'il a eue. Donc, 70 ans après, il a eu comme travail à faire ses vitraux, et je trouve que c'est merveilleux, comme ça, dans une carrière, d'intervenir de cette façon dans le lieu qui a décidé de sa vocation, enfin de sa vocation, de sa foi. Il y a quand même beaucoup de métiers d'art où la couleur intervient. Hein. Il y a les tapisseries, il y a les vitraux, même le mobilier. Le mobilier, les bois ont des couleurs différentes. On a beaucoup joué avec les accords de palissandre et de différents. Il y a des jeux comme ça qui font que les matériaux ont déjà des couleurs et leurs relations. Après, dans l'architecture, c'est la même chose. Suivant les matériaux, vous avez des couleurs différentes. Il y a la peinture des édifices, il y a la peinture, les sculptures ont été peintes, elles le sont moins maintenant, mais donc la couleur est toujours intervenue dans les métiers du patrimoine, et elle est intervenue souvent en dernière partie. Alors, vous avez l'extérieur, les architectures extérieures, tout ce qui est du domaine de l'extérieur, ce dont je parlais tout de suite, à l'instant. Et puis vous avez, dans un lieu privilégié, la cathédrale, une coloration d'illumination. Hein, puisqu'en fin de compte, les vitraux, c'est le moyen de faire rentrer la couleur, c'est de faire rentrer la magie, la part irrationnelle des choses dans un monument. Il fallait aller dans la cathédrale, dans les grandes églises, où il y avait des vitraux, et arriver avec des puits de couleurs. On voyait des rouges intenses par terre. C'était là aussi du domaine de l'émotionnel. Les vitraux créaient de l'émotion. C'était du merveilleux qui rentrait dans l'âme des gens quand ils arrivaient dans une église, par rapport à tout ce qui était à l'extérieur. À titre personnel, je crois je le mettais dans le petit texte, que dans une période où, au fond, on évacue un tout petit peu, enfin, on est complètement focalisé par nos écrans, par une multitude d'images virtuelles, avec une temporalité infime. Et ce que j'aimerais, si vous voulez, retransmettre, c'est que dans cette période où tout passe par cet écran, c'est la matérialité de l'image que l'on fait en peignant, c'est la matérialité des objets qui sont faits par ces artisans, c'est cette matérialité que l'on touche visuellement et que l'on touche physiquement. Et je crois que c'est quand même important, ce bonheur et cette satisfaction de tenir du bois, de tenir un tissu, me paraît assez indispensable dans une époque où tout est vidé de cette relation physique avec les choses qui nous entourent.